Nous assistons à la première génération d'enfants qui mourront plus jeunes que leurs parents, non pas à cause de maladies infectieuses ou de guerre, mais à cause de dysfonctionnements métaboliques qui commencent avant même la puberté. D'ici 2040, 228 millions d'enfants dans le monde seront obèses. Mais ce chiffre ne reflète pas la véritable crise. Ces enfants développent des maladies qui n'existaient pas en pédiatrie il y a 20 ans. La maladie stéatosique hépatique associée à un dysfonctionnement métabolique, MASLD, anciennement connue sous le nom de stéatose hépatique non alcoolique, est désormais épidémique chez les enfants. Actuellement, 7 à 14% des enfants et adolescents présentent une MASLD avec une prévalence dépassant 50% chez les enfants obèses. C'était autrefois une maladie que l'on observait uniquement chez les alcooliques chroniques. Aujourd'hui, nous la diagnostiquons chez des enfants de 8 ans qui n'ont jamais touché à l'alcool. Les maladies qui ne devraient pas exister chez les enfants. La physiopathologie est claire et terrifiante. Le MASLD commence par une résistance à l'insuline hépatique. Lorsque les enfants consomment des aliments ultra transformés chargés de fructose et de glucides raffinés, leurs foies sont submergés. Le fructose contourne les étapes normales de régulation glycolytique et passe directement à la lipogenèse de novo. Le foie commence à fabriquer des graisses à partir de sucre. Plus de 90% du fructose est métabolisé par le foie via le métabolisme du premier passage, ce qui stimule directement les enzymes lipogènes. Ce n'est pas de la graisse sous-cutanée que vous pouvez pincer. Il s'agit de graisse viscérale qui s'accumule autour des organes et de graisse ectopique qui se dépose à l'intérieur du foie lui-même. Le foie devient gras. Les hépatocytes gonflent avec des triglycérides. L'inflammation suit, puis la fibrose, puis la cirrhose. D'ici 2040, l'Inde à elle seule verra la stéatose hépatique chez les enfants passer de 8,39 millions à 11,28 millions. L'hypertension chez les enfants passera de 2,99 à 4,21 millions. Hyperglycémie de 1,39 à 1,91 millions. Ce ne sont pas des conditions génétiques, ce sont des conséquences métaboliques de l'inadéquation environnementale. Le foie n'est pas le seul système organique à s'effondrer sous charge métabolique. Avant de poursuivre, un mot de notre partenaire du jour. 1000 plus, proven ChatGPT, prompts that help you work 10x faster. ChatGPT is insanely powerful, but most people waste 90% of its potential by using it like Google. These 1000 plus proven ChatGPT prompts fix that and help you work 10x faster. Sign up for Superhuman AI and get 1000 plus ready to use prompts to solve problems in minutes instead of hours. Tested and used by 1M Plus Professional Superhuman AI newsletter, 3 Mind Daily, so you keep learning new AI tools and tutorials to stay ahead in your career. The prompts are just the beginning. Claim your free prompts. Merci à nos partenaires de nous permettre de vous offrir ce contenu gratuitement chaque semaine. Si vous souhaitez profiter d'une lecture sans interruption avec tous les avantages de notre communauté, suivez ce lien. La cascade hormonale détruisant le développement. L'obésité infantile déclenche des perturbations hormonales qui altèrent toute la trajectoire développementale. Le tissu adipeux n'est pas un simple réservoir inerte, c'est un organe endocrine. Lorsque les enfants accumulent un excès de masse grasse, leurs adipocytes sécrètent des œstrogènes, de la leptine et des cytokines inflammatoires qui perturbent l'axe hypothalamo-hypophysogonadique. Les enfants souffrant d'obésité présentent des concentrations d'œstradiol plus élevées que les enfants ayant un poids santé. Les filles souffrant d'obésité commencent leur puberté et ont leurs premières règles plus tôt que les filles ayant un poids normal. L'âge moyen de la ménarche est passé de 16 ou 17 ans dans les années 1800 à 12 ou 13 ans aujourd'hui. Dans certaines populations, on observe un développement mammaire dès l'âge de 7 ans et l'apparition de pilosité pubienne à 6 ans. Il ne s'agit pas d'une variation naturelle, mais d'une accélération pathologique provoquée par un excès d'adiposité. Le mécanisme, le tissu adipeux produit de l'aromatase, l'enzyme qui convertit les androgènes en œstrogènes. Une plus grande masse grasse signifie une activité accrue de l'aromatase, ce qui équivaut à une exposition supérieure aux œstrogènes durant des fenêtres de développement critiques. La leptine, sécrétée par les cellules adipeuses, stimule la sécrétion de GnRH, hormone de libération des gonadotrophines, par l'hypothalamus, déclenchant ainsi une activation précoce de l'axe reproducteur. L'hyperinsulinémie est particulièrement évidente au début de la puberté chez les filles souffrant d'obésité.
Les conséquences s'étendent bien au-delà des menstruations précoces. La puberté précoce chez les filles est associée à une durée de vie reproductive plus courte. Les filles qui entrent dans la puberté à 8 ans au lieu de 12 peuvent faire face à un vieillissement ovarien prématuré. Une ménarche plus précoce est corrélée à une ménopause plus précoce. Certaines projections suggèrent que ces filles pourraient atteindre la ménopause à la fin de la trentaine ou au début de la quarantaine au lieu de la cinquantaine. Nous comprimons toute la fenêtre reproductive tout en dégradant simultanément la santé métabolique. Ces filles feront face à des problèmes de fertilité, à un risque accru de cancer du sein dû à une exposition prolongée aux œstrogènes au cours de leur vie, à des maladies cardiovasculaires et aux conséquences psychologiques d'un développement sexuel survenant avant qu'elles ne soient émotionnellement prêtes. Les filles présentant une masse grasse plus importante ont montré une ménarche plus précoce et des taux de testostérone plus élevés associés à des cycles menstruels irréguliers. Chez les garçons, le tableau est tout aussi sombre, mais se manifeste différemment. L'excès d'adiposité supprime la production de testostérone. Les adolescents obèses ont jusqu'à 50% de testostérone en moins que les garçons minces. L'obésité infantile est fortement associée à des taux de testostérone plus bas et à un développement réduit du pénis. Les garçons obèses présentent un retard de maturation sexuelle, une gynécomastie, développement du tissu mammaire et une qualité de sperme réduite qui persiste à l'âge adulte. L'aromatase présente dans le tissu adipeux convertit leur testostérone en œstrogène. Ils sont biochimiquement féminisés par leur propre masse grasse. Cela crée une génération d'enfants hormonalement perturbés qui entrent dans l'âge adulte avec une fonction reproductive compromise, des maladies métaboliques et des dommages psychologiques causés par un décalage dans le calendrier de leur développement. La spirale de résistance à l'insuline, le mécanisme physiopathologique central à l'origine de tout cela est la résistance à l'insuline, et elle commence jeune. Lorsque les enfants consomment plusieurs fois par jour des aliments transformés à indice glycémique élevé, leur pancréas libère de l'insuline de façon répétée. Les cellules musculaires, les hépatocytes et les adipocytes se désensibilisent aux signaux de l'insuline. Le pancréas compense en produisant davantage d'insuline. L'hyperinsulinémie s'installe, des taux d'insuline chroniquement élevés, même lorsque la glycémie semble normale. L'hyperinsulinémie stimule le stockage des graisses, inhibe l'oxydation des graisses, augmente la faim et favorise les signaux inflammatoires. Cela crée un piège métabolique. Plus vous devenez résistant à l'insuline, plus il est difficile de perdre de la graisse, et plus vous stockez de graisse, plus votre résistance à l'insuline s'aggrave. Les enfants pris dans ce cycle dès l'âge de 10 ans font face à des décennies de détérioration métabolique progressive. Les cellules bêta de leur pancréas finiront par s'épuiser à cause de cette surproduction. Ils passeront alors de l'hyperinsulinémie à l'hypoinsulinémie et au diabète de type 2. Une étude portant sur 675 enfants atteints de MASLD confirmée par biopsie a montré que 30% d'entre eux souffraient de diabète de type 2 ou de prédiabète. Nous posons désormais ce diagnostic chez des adolescents. Les conséquences cardiovasculaires commencent immédiatement. La résistance à l'insuline favorise la dysfonction endothéliale, la rigidité artérielle et la formation de plaques d'athérosclérose. Les enfants obèses présentent une épaisseur de l'intima media carotidienne comparable à celle d'adultes d'âge moyen. Leurs artères vieillissent plus vite que leur âge chronologique. D'ici à ce que ces enfants atteignent l'âge de 30 ans, ils auront l'âge vasculaire d'une personne d'une cinquantaine d'années. Des crises cardiaques à 40 ans, des AVC à 50 ans, c'est la trajectoire dans laquelle nous les avons enfermés. Pourquoi cela se produit-il maintenant ? Notre biologie ancestrale est conçue pour un environnement qui n'existe plus. Le métabolisme humain a évolué dans des conditions de rareté alimentaire, de forte activité physique, de cycle naturel jour-nuit et d'une alimentation à base de produits entiers non transformés. Les enfants passaient des heures à l'extérieur, marchaient des kilomètres chaque jour, mangeaient des aliments entiers de saison et n'avaient qu'une exposition minimale à la lumière artificielle après le coucher du soleil. L'environnement moderne est exactement l'opposé et il est en train de détruire la santé métabolique. Aliments ultra transformés, ces produits sont ingénieusement conçus pour contourner les signaux de satiété. Ils combinent des glucides à indice glycémique élevé avec des huiles de graines et des additifs qui favorisent la surconsommation. Le fructose issu du sirop de maïs à haute teneur en fructose va directement alimenter la lipogenèse hépatique de novo,
soutenant la production de graisse même en présence d'une résistance à l'insuline. Le fructose entraîne une déplétion en ATP et favorise la synthèse d'acide urique, ce qui génère un stress oxydatif mitochondrial et favorise la stéatose hépatique. Les huiles de graines, riches en acides gras oméga 6, favorisent la signalisation inflammatoire, tandis que les émulsifiants perturbent la fonction de la barrière intestinale et la composition du microbiome. Sédentarité. Les enfants passent 7 à 10 heures par jour assis à l'école, en faisant leurs devoirs, en jouant aux jeux vidéo ou en regardant des écrans. Le muscle squelettique est le principal site d'élimination du glucose. Lorsque les muscles ne se contractent pas régulièrement, l'absorption du glucose s'effondre. La résistance à l'insuline se développe, les transporteurs GLUT4 sont régulés à la baisse et la densité mitochondriale diminue. Exposition aux écrans et perturbations circadiennes. L'exposition à la lumière bleue après le coucher du soleil supprime la production de mélatonine et retarde la phase circadienne. Cela perturbe l'architecture du sommeil, réduit sa qualité et altère le métabolisme du glucose. Les études montrent que même une seule nuit de mauvais sommeil induit une résistance temporaire à l'insuline. Chez les enfants, une perturbation chronique du sommeil crée des dommages métaboliques permanents. Manque d'exposition à la lumière naturelle. Les enfants passent 90% de leur temps à l'intérieur. L'exposition au soleil est cruciale pour la synthèse de la vitamine D, la synchronisation circadienne et la régulation métabolique. La carence en vitamine D est épidémique chez les enfants obèses. Elle aggrave la résistance à l'insuline, altère la fonction immunitaire et perturbe le métabolisme du calcium. Nous avons créé un environnement parfaitement conçu pour induire des maladies métaboliques chez des corps en plein développement. Le protocole qui fonctionne. Réellement, inverser cette crise ne nécessite pas d'intervention pharmaceutique. Il faut reconstruire une architecture de style de vie qui s'aligne sur la biologie humaine. 1. Éliminer complètement les aliments ultra transformés. Passe de négociation. S'il est livré dans un emballage de plus de 5 ingrédients, il ne va pas dans le corps de votre enfant. Concentrez-vous sur les aliments entiers. Viande, poisson, œufs, légumes, fruits, noix, graines. Ces aliments fournissent les nutriments nécessaires au bon développement sans déclencher la cascade inflammatoire d'insuline-leptine que les aliments transformés créent. Les protéines sont primordiales et doivent venir de sources animales. Elles fournissent des acides aminés essentiels, du fer biodisponible, du zinc, de la B12 et soutiennent la synthèse des protéines musculaires pendant la croissance. Les légumes fournissent des fibres, des polyphénols et des micronutriments. Les graisses saines provenant de l'huile d'olive, des avocats, des noix soutiennent le développement du cerveau et la production d'hormones. Éliminez les huiles de graines, soja, canola, maïs, tournesol, remplacées par de l'huile d'olive, du beurre, du ghee, de l'huile de noix de coco. Le rapport oméga 6 à oméga 3 dans les régimes modernes est de 20:1, alors qu'il devrait être plus proche de 3:1. Cela entraîne une inflammation systémique. 2. Mettre en œuvre le mouvement quotidien, pas que l'exercice. Le mouvement, les enfants doivent bouger leur corps pendant des heures chaque jour. Pas que des sports organisés, bien que ceux-ci aident, mais des jeux de plein air non structurés, de la marche, de la course, de l'escalade, du saut. La contraction du muscle squelettique active l'AMPK, protéine kinase activée par l'AMP, qui stimule l'absorption du glucose indépendamment de l'insuline. Cela contourne la résistance à l'insuline. Le mouvement régulier augmente la biogenèse mitochondriale, améliore la sensibilité à l'insuline et favorise une composition corporelle saine. Les pédiatres devraient préconiser de limiter le temps d'écran à moins de 2 heures par jour pour tous les enfants. Minimum, 2 ou 3 heures de jeu actif par jour. Marcher jusqu'à l'école, jouer dehors après l'école, randonnée en famille le week-end. Entraînement en résistance pour les enfants plus âgés et les adolescents. La construction de la masse musculaire améliore la santé métabolique plus que n'importe quelle intervention pharmaceutique. 3. Éliminer l'exposition constante à l'écran. Les écrans ne se contentent pas de voler du temps à l'activité physique, ils nuisent directement à la santé métabolique et psychologique. L'exposition à la lumière bleue supprime la mélatonine et perturbe les rythmes circadiens. Les pics de dopamine des médias sociaux et des jeux créent des schémas de dépendance qui sont parallèles à la toxicomanie. La stimulation constante empêche l'ennui qui est nécessaire à la créativité, à l'autoréflexion et au développement de la motivation interne.
Protocole. Pas d'écran avant l'école. Pas d'écran dans les 2 heures précédant l'heure du coucher. Le temps à l'extérieur doit dépasser le temps d'écran chaque jour. Remplacer le temps d'écran par la lecture, le jeu physique, l'interaction familiale, le développement des compétences. 4. Restaurer l'architecture du sommeil. Le sommeil est le moment où l'hormone de croissance est libérée, lorsque le cerveau consolide l'apprentissage, lorsque la réparation métabolique se produit. La privation de sommeil chez les enfants déclenche la résistance à l'insuline, augmente la gréline, hormone de la faim, diminue la leptine, hormone de la satiété, et favorise le stockage des graisses. Les enfants ont besoin de 9 à 11 heures de sommeil par nuit. La qualité du sommeil compte autant que la quantité. Chambre sombre, température fraîche, 18C à 20C. Pas d'écran avant de se coucher, horaire veille-sommeil constant, même le week-end. L'exposition au soleil du matin dans les 30 minutes suivant le réveil aide à définir le rythme circadien. Cela améliore la qualité du sommeil nocturne et la fonction métabolique. 5. Construire le caractère, et le but c'est la partie dont personne ne parle, mais c'est peut-être la plus importante. Les enfants ont besoin de défis, de responsabilités et de buts. Ils doivent lutter contre des choses difficiles et réussir. Ils doivent échouer et apprendre la résilience. Ils doivent contribuer à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. L'enfance moderne supprime tous les défis. Tout est sûr, confortable, facile. Les enfants ne sont pas autorisés à prendre des risques. Ils ne reçoivent pas de véritable responsabilité. On ne s'attend pas à ce qu'ils contribuent de manière significative à la famille ou à la communauté. Cela crée une fragilité psychologique, un manque de but et souvent un dysfonctionnement métabolique. Lorsque vous n'avez rien à rechercher, le comportement de recherche de réconfort comble le vide. La nourriture devient un divertissement. Les écrans deviennent des évasions. Donnez aux enfants une réelle responsabilité. Les corvées qui comptent. Des objectifs qui nécessitent des efforts soutenus, des projets qui développent des compétences, mentorat d'adultes qui incarnent les qualités que vous voulez qu'ils développent. Les défis physiques renforcent la ténacité mentale. Les sports, les arts martiaux, les aventures en plein air enseignent la discipline, la persévérance et la satisfaction qui vient de repousser l'inconfort. Les enfants motivés par un but ne cherchent pas à se réconforter dans les aliments transformés et les écrans. Ils canalisent l'énergie vers la croissance. Les enjeux sont existentiels. Nous ne parlons pas de problèmes cosmétiques ou de risques pour la santé légèrement élevés. Nous parlons d'une génération avec une durée de vie comprimée, une infertilité, un vieillissement prématuré et une maladie chronique dès l'enfance. Les filles qui atteignent la ménopause à 40 ans au lieu de 50 ans. Les garçons avec des niveaux de testostérone de 60 ans alors qu'ils ont encore la vingtaine. D'ici 2040, la prévalence du MASLD chez l'adulte devrait atteindre plus de 55%, beaucoup développant une cirrhose avant l'âge de 30 ans. Crise cardiaque dans la quarantaine. Ce n'est pas de la peur, c'est une réalité mécanistique basée sur les trajectoires actuelles. La physiopathologie est claire. Les déclencheurs environnementaux sont identifiés. Les solutions sont connues. Ce qui manque, c'est la mise en œuvre, car les solutions ne génèrent pas de profit, ne s'intègrent pas dans les structures d'autorité médicale et nécessitent une transformation complète de la façon dont nous élevons les enfants. On ne peut pas s'en sortir par la pharmacologie, on ne peut pas s'en sortir uniquement par des politiques publiques. Il faut rebâtir l'architecture environnementale et le mode de vie qui permettent à la biologie humaine de fonctionner comme elle a été conçue. Éliminez les produits transformés, bougez chaque jour, prenez la lumière du soleil, dormez correctement, forgez le caractère par le défi, donnez un sens et un but aux enfants. C'est ainsi que l'on prévient la catastrophe métabolique. C'est ainsi que l'on élève des enfants en bonne santé dans un environnement toxique. C'est ainsi que l'on brise le cycle avant qu'il ne détruise la génération suivante. La santé ne se résume pas à des consultations ponctuelles, ni uniquement à la théorie. Elle se construit dans la compréhension, la régularité et la capacité à poser les bonnes questions au bon moment. Mon premier livre arrive ce mois-ci. Voici maintenant des mois que je travaille dessus en parallèle de tout le reste et de l'exercice à la clinique. Et c'est bientôt prêt. Mon premier e-book s'appelle « L'anatomie du vieillissement » pour comprendre les mécanismes biologiques du déclin et comment lutter contre. Nous parlons souvent de longévité, mais peu comprennent réellement les mécanismes fondamentaux du vieillissement, notamment les 12 hallmarks of aging. En tant qu'abonné, vous pouvez le pré-réserver à un tarif préférentiel.
pré-réserver l'anatomie du vieillissement, obtenez un cadeau pour partager la longévité. Vous pouvez recevoir des cadeaux gratuits en parrainant vos amis et votre famille à la newsletter. Vous avez actuellement 0 parrainage, il ne vous manque plus que 1 recommandation pour débloquer votre récompense. Vous recevrez le kit de survie moderne de la longévité. Cliquez ici pour partager vous. Vous pouvez également copier et coller votre lien personnel pour l'envoyer à quelqu'un. https news drador.com subscribe ref placeholder